bienvenue à cette émission de Flash Info Afrique. Nous sommes en compagnie de M. Ousmane Z Traoré, le président de l'Association des Maliens de Québec. Je suis Ibrahima Sidibé Pommier. Voilà, voici les titres de cette édition. Premier sujet, le Mali et le sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu récemment donc, à Accra. Quels sont les enjeux? Et deuxième sujet d'ordre d'importance, donc la RDC, toujours l'Est de la RDC avec cette nouvelle rébellion du M23 et qui commence à créer d'énormes mouvements de population. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une nouvelle crise dans cette zone extrêmement troublée? Et troisième sujet, donc le président du Sénégal, Macky Sall, était allé voir donc, Vladimir Poutine à Sochi pour discuter justement des enjeux des céréales. Quelles sont les problématiques? Voilà les trois thèmes que nous allons aborder avec notre invité. Bonjour, M. Traoré. Bonjour, M. Sidibé. Ravi de vous retrouver sur le plateau donc, de Diaspo Interaction. Merci. Donc, premier sujet sur le Mali. Donc, on a énormément d'informations qui ont circulé ces derniers temps sur le Mali. Dont ce sommet extraordinaire où tout le monde attendait peut-être la sortie de crise. Et malheureusement, on a vu que la montagne a accouché d'une souris. Ouais. Et qu'est-ce qui a pu se passer? Merci de m'avoir invité sur le plateau aujourd'hui. Donc, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le sommet d'Accra et on avait beaucoup d'attentes et malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui s'en est sorti. Donc, on aura certainement le temps d'approfondir le sujet. Merci. Alors, il semblerait donc qu'il y a eu des dissensions entre les chefs d'État par rapport à la situation au Mali. Donc, je rappelle juste que donc il y avait la CEDEAO devait se pencher sur la situation de tous ces trois pays où il y a eu des coups d'État. Donc, la Guinée, le Burkina Faso et le Mali. Donc, le Mali reste quand même sous embargo. On sait que cet embargo est dénoncé depuis par les autorités de Bamako. Est-ce que, et d'ailleurs d'ici là, depuis, le pouvoir malien a proclamé, enfin par décret, donc la durée de transition à 24 mois. Est-ce que le Mali n'est pas en train de partir tout simplement dans ce qu'il a à faire et ne pas attendre de cette organisation qui commence à être de plus en plus décrédibilisée? Ouais. Donc, je suis d'accord avec toi. Donc, effectivement, le Mali, lors du sommet, le Mali avait quand même fait des progrès par rapport à sa première proposition de durée de transition. Je crois que c'était à 4 et 3 à 4. On était passé de 5 à 4. C'est ça. On était passé de 5 à 4 ans et avec la nouvelle proposition qu'ils ont faite, c'était 24 mois, donc 2 ans. Donc je crois quand même qu'il y a eu de l'amélioration, mais de ce que j'ai compris du sommet, bon, je vais développer un peu là-dessus, il me semblerait que le Mali a effectivement fait cette proposition, parce que j'écoutais aussi les informations avec Macky Sall, qui est le président du Sénégal, mais aussi président de l'Union africaine. Donc il évoquait qu'effectivement, c'est un peu dommage que le Mali puisse valider les 24 mois, mais ce qu'il évoque, et par contre, c'est que le Mali avait déjà soumis cette proposition et la seule chose qui restait, c'était de peaufiner un peu et de définir clairement un calendrier qu'on peut suivre dans le temps et un calendrier qui va finalement permettre à l'organisation sous-régionale d'évaluer, n'est-ce pas, l'efficacité des activités de la transition. Donc je crois que plus ou moins, bon, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un accord autour des 24 mois. Mais ce qui était quand même curieux, il semblerait donc que c'est plutôt les pays anglophones qui ont empêché cette fois-ci. On s'attendait plutôt à Ouattara, mais finalement il semblerait que c'est Buhari, le Ghana et puis le Niger qui ont essayé en fait d'être parmi les défenseurs les plus zélés de l'embargo. Mais en tout cas, on voit bien quand même qu'il y a une médiation du Togo qui reprend du poil de la bête. Est-ce que ça va peut-être pas aider le Mali à desserrer justement cet étau? Je rappelle quand même que le Mali est sorti du G5 Sahel aussi il y a quelques semaines, ce qui a énormément fait parler. Donc on est quand même dans une dynamique toujours de s'affranchir de tous les systèmes qui sont autour. Est-ce que c'est pas aussi dangereux? Sachant qu'on a eu les dernières sorties de l'imam Dicko et
aussi, hein, on assiste au 1 an de la transition, de la rectification de la transition. Est-ce que tu peux me faire un petit bilan rapide par rapport à ce qui se passe au Mali? Ouais. Donc, en fait, comme on l'a évoqué, par rapport au bilan de la transition, je vais élaborer là-dessus rapidement. On peut quand même dire qu'il y a de progrès sur le plan sécuritaire. Le Mali arrive quand même à aller beaucoup plus attaquer les terroristes de là où ils sont. Donc, sur le plan sécuritaire, on peut vraiment dire qu'il y a de l'évolution et sur ce plan. Maintenant, au même moment, sur le plan diplomatique, donc on le sait tous qu'il y a quand même des difficultés, non seulement avec la Souris et les pays voisins, mais aussi avec les pays européens. Donc on a des difficultés, les autorités ont des difficultés à se faire comprendre avec ces organisations. Mais toujours reste-t-il quand même que cette transition, n'est-ce pas, est fortement appréciée à l'intérieur et que, bon, elle n'est pas appréciée parce qu'elle s'oppose à qui que ce soit, mais elle est appréciée par les actions concrètes qu'elle mène et par sa capacité à fournir des moyens de défense du territoire et de défense de l'intégrité du pays. Donc je crois que sur le plan sécuritaire, on peut dire plus ou moins qu'il y a de l'évolution. Mais par contre, sur le plan institutionnel où il faut organiser les élections et avoir un gouvernement démocratique, donc il y a quand même beaucoup de choses à faire à ces niveaux-là. Mais pour l'évaluer globalement, il faut vraiment évaluer les actions de cette transition au regard des attentes de la population malienne et pas par des baromètres de démocratie ou quelque chose, mais par rapport aux attentes de refondation que les Maliens aspirent depuis plusieurs années. Donc si on doit évaluer les actions de la transition, on ne doit pas vraiment avoir un seul indicateur, bon, comme la démocratie, mais on doit vraiment regarder aussi les aspirations du peuple malien, donc évaluer un peu l'efficacité. Et la première préoccupation du Mali aujourd'hui, c'est la sécurité. Et moi, je crois plus ou moins la crédibilité des autorités actuelles vient du fait qu'elles ont vraiment mis dans leurs priorités la question sécuritaire. Et il y a récemment des rapports qui montrent quand même que beaucoup de populations commencent à retourner d'ailleurs dans leurs localités respectives. Donc on peut vraiment dire qu'il y a de l'amélioration sur le plan sécuritaire qui est vraiment la première préoccupation des Maliens aujourd'hui. Et la corruption aussi, on a vu beaucoup de dossiers quand même qui sont sortis, même si, bon, il peut y avoir toujours des si là-dessus, mais quand même, il y a eu beaucoup de suivi des dossiers qui étaient classés. Donc, sur le plan institutionnel ou sur le plan de la gouvernance, je crois vraiment qu'il y a plus ou moins de l'amélioration, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc, j'avais d'ailleurs écrit sur cette transition, c'est-à-dire la question n'est vraiment pas de dire qu'on donne 2 ans, on donne 3 ans, mais la question c'est de dire on donne 2 ans pour faire quoi et qu'est-ce qu'on a fait avec la période qui s'est passée. Donc c'est ça les vraies questions selon moi qu'on doit vraiment se poser et qu'on ne défend pas coûte que coûte la transition, mais qu'on se dit vraiment que c'est une transition de mission et elle doit être jugée sur la base de ses actions et sur la base des résultats qu'elle obtient. Et s'il y a durée supplémentaire à donner, il faut que ça soit, on donne cette durée avec des objectifs très clairs là-dessus. Merci bien. D'accord. Et sur le plan interne, il y a quand même des remous, il y a beaucoup de choses qui sont sorties dernièrement par rapport... Il y a eu d'abord cette tentative de coup d'État qui avait été annoncée, il y a eu quelques arrestations, après on ne sait plus, il n'y a pas eu d'autres communications là-dessus. Il y a aussi quelques opposants dont Marico qui se cachent ou qui se sentent menacés. Donc il y a quand même, et puis il y a eu cette sortie de l'imam Dikoum. Donc est-ce que ce tandem Choguel, Maïga et Assimi Goïta peut tenir jusqu'au bout de la transition face à ces remous? Ouais. C'est ça que je disais, bon, le fait que les autorités tiennent ou pas, ça va vraiment dépendre de l'efficacité de leurs actions et de la crédibilité de leurs actions aux yeux de la population. Donc, bon, je ne pense pas que Imam Dicko ou les politiciens, parce que les gens n'ont vraiment plus confiance aux politiciens. Et aujourd'hui, la seule chose que les Maliens cherchent, c'est la sécurité. La seule chose que les Maliens cherchent aujourd'hui, c'est de vivre vraiment dans un environnement où ils se sentent en sécurité. Donc, moi je crois tant que les autorités de la transition arrivent à offrir et la sécurité et la bonne gouvernance que les Maliens recherchent,
moi je crois aujourd'hui, elles peuvent tenir aussi longtemps qu'elles sont rattachées aux objectifs, n'est-ce pas, et aux attentes de la population. Donc, parce qu'il est quand même important de rappeler que le Mali est sous embargo depuis janvier, ouais, et les salaires sont payés, le système fonctionne. Ouais. Alors, certains donnaient quelques mois pour que tout s'effondre et ça montre bien effectivement qu'avec de la gestion, avec de la rigueur, on peut faire des miracles. En tout cas, très intéressant. Point important, donc on revient dans une autre zone de turbulence en Afrique centrale, donc c'est l'est de la RDC. On a une nouvelle rébellion du M23 qui émerge et qui s'est lancée donc à l'assaut de l'armée congolaise. Et avec tout ce que ça comporte, donc déplacement de population, des gens massacrés. Et là, donc, le pouvoir de RDC accuse ouvertement le Rwanda d'immixtion dans son territoire et d'être derrière cette nouvelle rébellion qui, je rappelle, est constituée en fait d'anciens de Tutsis congolais installés dans cette partie compliquée de l'est de la RDC. Qu'est-ce que ça t'inspire? Dans nos pays, les gens ne traitent vraiment pas les problèmes du développement qui sont des questions fondamentales qu'on doit résoudre. Malheureusement, dans ces zones, ce sont des gens, des corpuscules de personnes qui sont souvent soutenus par peut-être, bon, je ne sais pas réellement si c'est vraiment le Rwanda a quelque chose à voir là-dedans. Mais ce qui est sûr, ce sont des gens qui sont organisés autour des intérêts et qui prennent souvent même la population en otage par rapport à ça. Et ce n'est pas de façon isolée que je crois que les pays peuvent régler ces questions-là. Donc je ne crois pas peut-être qu'en accuser le Rwanda ou le Congo, l'Ouganda et autres, mais ces pays doivent plutôt mettre les efforts ensemble pour essayer de contenir cette situation avant qu'elle ne les échappe. Donc je crois vraiment que c'est là où la solution réside, c'est vraiment l'union entre les deux États ou les trois États, donc pour arriver à contenir la situation tant que c'est possible, parce que ça va être des massacres, ça va être beaucoup de choses, et c'est la population civile et surtout les femmes et les enfants qui vont souffrir de cette situation. Et je crois vraiment une coopération peut mieux régler la situation que de s'interposer, de s'opposer les uns des autres. Donc c'est sûr que l'immensité de la RDC et ses ressources peuvent constituer une espèce de garde-manger pour le Rwanda, et c'est ça qui est de plus en plus décrié de l'autre côté par les Congolais dont les pouvoirs successifs n'arrivent pas à apporter le développement à leur population. Je rappelle quand même que le Congo, c'est presque plus de 80 millions d'habitants, face à un Rwanda qui fait à peine 5-6 millions, ou une dizaine de millions. Et d'ailleurs, récemment, Kagame vient aussi d'avoir signé des accords avec les Occidentaux pour rapatrier des demandeurs d'asile, ce qui avait fait énormément jaser par rapport, parce que les gens disaient, mais le Rwanda a l'une des densités les plus fortes du continent. Où est-ce qu'ils vont les mettre? Donc certains disent, oui, mais ils vont peut-être les transférer encore en RDC. Enfin, donc en tout cas, c'est une crise, une de plus dans cette zone meurtrie qu'on va continuer à suivre. Troisième point, toujours un peu qui touche à l'actualité internationale. Le président de l'Union africaine et président du Sénégal, Macky Sall, était allé à Sochi rencontrer Vladimir Poutine pour parler justement de ce défi et les enjeux des céréales qui sont bloqués du fait de la guerre. Alors, tout le monde, on a souvent dit qu'il y a des grands risques de famine pour les pays du Sud, principalement les pays africains qui dépendent de plus de 50% de leur production de blé de ces deux pays. Donc pour conjurer les émeutes de la faim qui risquent de balayer beaucoup de régimes, alors l'Union africaine est allée quémander ou en tout cas trouver des moyens pour essayer de demander au maître du Kremlin de faire un geste et laisser passer les bateaux. Et qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Est-ce que l'Afrique ne peut pas profiter de cette opportunité pour se doter enfin d'une agriculture? Ouais, c'est ça. Bon, moi je crois vraiment que le débat est à deux niveaux. La discussion est à deux niveaux. Je trouve à court terme, c'est important que le président du Sénégal et aussi président de l'Union africaine puissent discuter pour pouvoir régler les besoins immédiats. Parce que quand même, quoi qu'on puisse dire,
plusieurs pays aujourd'hui, comme l'Égypte ou l'Algérie ou encore, en tout cas, plusieurs de ces pays-là dépendent fortement de la Russie ou des importations du blé de la Russie ou de l'Ukraine. Donc moi je crois que c'est important qu'on puisse à court terme tout de suite régler cette question, n'est-ce pas, que Macky Sall a évoqué. Donc il a évoqué qu'il était parti pour 3 points essentiellement. Le premier point c'était pour pouvoir débloquer la question des céréales. Le deuxième point c'était relatif, n'est-ce pas, aux engrais, aux fertilisants dont on a besoin immédiatement parce qu'on est dans la période d'hivernage, donc on a fortement besoin de ça, des engrais. Donc du coup, on va régler ça. Maintenant, ce que je trouve dommage, et peut-être que je me trompe, c'est que les pays africains ne profitent pas vraiment de cette situation qui est malheureuse, de définir des vrais objectifs à long terme pour l'indépendance de nos pays. Donc on a vu l'Union européenne, beaucoup de ces communautés quand même ont engagé des vraies réflexions pour avoir des politiques, n'est-ce pas, qui vont les rendre plus ou moins indépendants vis-à-vis du reste du monde. Donc, et moi je crois que l'Afrique devrait vraiment à un moment donné commencer à réfléchir sur sa capacité d'indépendance vis-à-vis des autres pays au lieu de chercher toujours à aller quémander. Vous avez vu le système SWIFT, bon aujourd'hui même si on débloque les ports aujourd'hui, donc pour acheter par exemple le blé ou les engrais qui proviennent par exemple de la Russie, les pays sont fortement liés au système SWIFT parce que la plupart de nos banques sont liées aux banques européennes. Donc les transactions passent par le système SWIFT pour payer les producteurs russes. Donc du coup, aujourd'hui, moi je crois que la question n'est pas de dire on va négocier, on va demander aux pays de l'Union européenne d'abaisser ou bien de lever les sanctions, mais on doit réfléchir à mettre en place un système, n'est-ce pas, un système indépendant qui nous permet à nous-mêmes de les gérer, qu'on ne dépende pas des sanctions des autres et qu'on soit capable de traiter avec n'importe quel État on veut dans le monde, donc sans qu'on soit soumis à aller quémander. Bon, moi je trouve quand même ça très très dommage qu'on ne réfléchisse pas vraiment en termes d'indépendance, mais qu'on réfléchit toujours en termes d'aller demander est-ce que vous pouvez... Franchement, c'est très dommage. Et sur ce plan, et de la sécurité alimentaire, mais même de la sécurité de façon générale, donc je crois que nos pays doivent vraiment penser à une stratégie beaucoup plus robuste et globale qui concerne tous les pays africains et qui puisse aussi avoir cette indépendance sur le plan sécuritaire, sur le plan alimentaire. Donc sur plusieurs plans, nos pays doivent vraiment engager la réflexion. Donc une vraie politique d'émancipation. Une vraie politique d'émancipation, et c'est ça à tous les niveaux. Et ça prend l'agriculture comme la priorité. Si votre agriculture ou votre alimentation dépend de quelqu'un, la personne peut décider du jour ou la main de vous affamer ou pas. Donc franchement, je pense vraiment que ce sont des questions... Et il y a 2 jours, là, je rebondis là-dessus, les chefs d'état-major russes et français se sont parlé. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est sorti de tous ces échanges, c'est ceux qui ont dû parler aussi du Sahel. Est-ce que, justement, l'expérience malienne, justement, de sortir de ce système de Barkhane et tout ça, n'est pas peut-être, justement, annonciateur, peut-être ici, de quelque chose, c'est-à-dire de produire une force autonome et qui puisse demain se passer, justement, du parapluie, que ce soit français ou russe. C'est ça. Non, mais c'est vrai, bon, c'est ce que je disais en fait. Et moi, je crois que la première des choses que les Africains doivent vraiment faire, c'est de réfléchir à mettre en place des forces qui ne soient pas dépendantes de l'extérieur. C'est-à-dire que ce soit des forces qui soient vraiment autonomes sur tous les plans. Et l'autre chose que j'avais oublié, que je voulais ajouter, c'est surtout sur la gouvernance internationale. L'Afrique doit avoir vraiment sa place, même au Conseil de sécurité de l'ONU. Et l'Afrique fait quand même 54 pays. Donc l'Afrique doit vraiment avoir... C'est-à-dire, il faut que cette situation soit mise à profit pour que les gens réfléchissent sérieusement à dire quelle est notre place dans le concert des nations et quel rôle on doit jouer en tant que... l'Afrique fait quand même 54 pays. 1 milliard. Voilà, 1 milliard, ça fait beaucoup. Et dans 20 ans, on va être quand même le continent le plus peuplé, donc qui a une jeunesse. Donc franchement, moi je crois sur plusieurs questions, c'est vraiment l'occasion de lancer des réflexions stratégiques pour ce continent
Et sur le plan sécuritaire, il faut impérativement des forces qui soient régionales et qui soient autonomes, qui ne soient pas financées par d'autres pays, mais qui soient autonomes. Et l'Égypte peut jouer le lead dans cette situation. Et je vois d'ailleurs que l'Égypte a envoyé son ministre, je crois que c'est son ambassadeur présentement, pour aller discuter avec aussi le ministre de la Défense de Bamako pour voir un peu dans quel domaine ils peuvent coopérer. Donc, on n'a pas besoin forcément d'avoir des soutiens externes, mais je crois que les Africains unis peuvent vraiment se défendre. Et vous avez vu que le Mali est sorti du G5 Sahel, mais en fait, le G5 Sahel n'existait pas, parce que c'était les militaires maliens en quelque sorte là, qui constituaient en fait ce G5 Sahel-là. Donc, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ces domaines-là. Oui, et récemment pour le Nigeria, il y a quand même toujours des massacres. Donc, il y a quelques jours encore, il y a eu des massacres dans une église perpétrés par des djihadistes. Donc moi je pense qu'effectivement le grand fléau c'est vraiment de prendre à bras le corps cette lutte anti-djihadiste et coordonner. Si les États africains se donnent les moyens et avec une armée légère, mobile, ils peuvent régler ce problème-là. Mais il faut simplement qu'on sorte de cette espèce de unis avec des forces étrangères qui sont là et qui ne font pas le travail. Et qui dotent même pas, parce que bon, tu vas former des militaires. Imaginez au Mali, la France quand même était au Mali pendant plus de 9 ans ou 10 ans à peu près. Mais même si vous formez des soldats, mais s'ils ne sont pas équipés, bon, qu'est-ce que vous faites? Vous allez les envoyer à l'abattoir. Donc ça dit que la vraie politique pour moi est la formation et l'équipement. Le Mali, à un moment donné, voulait même payer des équipements, mais ça a été bloqué. Donc, on ne peut pas vouloir combattre le terrorisme, former des militaires, mais qui ne soient pas équipés. Donc, moi, je crois que c'est vraiment des questions stratégiques auxquelles les gens doivent réfléchir, et je crois que c'est vraiment important. Oui. Et dernier point, le mandat de la MINUSMA va être renouvelé là, dans quelques jours, je crois que c'est le 12 ou le 13 juin, là, et on sait que la Russie est maintenant... n'hésite pas à bloquer chaque fois que le Mali veut être sanctionné par la France. Est-ce qu'on ne va pas voir justement cette espèce de bataille diplomatique, sachant que l'Afrique de plus en plus veut ne pas s'aligner derrière les Occidentaux dans ce conflit russo-ukrainien. Est-ce que la Russie peut apporter justement cette espèce de porte de sortie que veulent les Africains de s'affranchir de leurs anciens des pays occidentaux, tout simplement. Je ne crois pas, on ne change pas un maître pour contre un autre. Voilà, contre un autre. Moi, je crois que le vrai objectif des Africains, particulièrement le Mali, ça doit être comment on doit créer des partenariats qui puissent profiter le plus possible de notre pays. Donc, et ça, il n'y aura pas de restriction en termes de partenaires avec qui on fait, mais qui nous aiderait le plus, mais pas que la personne vienne faire la guerre à notre place, mais qui est prêt à collaborer avec nous pour nous permettre d'arriver à bout de cette insécurité-là. Et c'est ça la question. Ça prend la Russie, ça prend la Chine, ça prend les États-Unis, ça peut prendre n'importe quel pays, le Canada, n'importe quel pays, peut aider le Mali dans ce sens-là. Mais si le Mali doit être aidé, il faut qu'il soit aidé au regard de ce qu'il veut, au regard des besoins qu'il a. Donc, ça dit que le Mali ne se sent pas obligé d'accepter des choses qu'elle-même n'a pas décidé. Donc, il faut que ça vienne du Mali et que le Mali doit être le lead à la demande et ces demandes doivent être fondées sur les besoins réels du Mali. Donc moi je crois que ça ne doit pas poser en quelque sorte de problème parce que bon, le Mali, c'est vrai qu'on a des liens historiques avec la France, mais le Mali c'est quand même aussi un pays indépendant, donc qui doit être libre de ses choix, qui doit décider avec qui il doit coopérer pour pouvoir protéger sa population et pour pouvoir protéger. Donc je crois que ça ne doit pas vraiment poser de débat. Le Mali, ça serait une grosse erreur aussi de croire que c'est la Russie qui pourrait sauver le Mali. Bon, vous voyez, les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts et on doit être très conscient de cela. Les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Et il faudrait que justement on l'entende de plus en plus sur le continent et ça pourra peut-être faire bouger les choses. Ceci met fin donc à notre émission donc, de Flash Info Afrique, donc le magazine de la diaspora et du Canada. Merci Monsieur Traoré pour cette brillante analyse de la situation internationale. Merci beaucoup. Et vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Et bonne soirée, merci.
Merci beaucoup.